Bonjour à tous, bienvenue à Magistral, la première classe ouverte télévisée pour les jeunes de Chine. Je suis votre hôte Tsa Bening. Bienvenue à tous. Bienvenue à nos amis du public ainsi qu'à la centaine d'internautes qui participent à notre émission directe. Le 17 septembre 2023, le paysage culturel des forêts anciennes de théiers de la montagne Tinmai à Pu'er a été officiellement inscrit sur la liste du patrimoine mondial. C'est aussi le seul site du patrimoine culturel mondial ayant pour thème le thé. Aujourd'hui, en arrivant sur ce plateau, l'équipe de production m'a remis ceci. On m'a dit que c'était un cadeau de la montagne Tinmai. C'est très mystérieux. Devinez ce que c'est. Du thé. D'accord. Et ce qu'il y a sur le dessus? Des baguettes. Ah bon? Pour manger des feuilles de thé? Des collations épicées à boire avec du thé? Des étiquettes. Des étiquettes. C'est à infuser avec les feuilles de thé. Ça semble très simple, mais de quel type de cadeau s'agit-il et pourquoi est-il emballé comme ça? Que signifie chacune des choses qu'il y a dessus? Notre invité d'aujourd'hui est aussi celui qui nous a apporté ce cadeau. Il a été témoin de tout le processus qui a mené à cette inscription. Des applaudissements pour notre invité, Chen Yaohua, expert en chef du dossier d'inscription du paysage culturel des forêts anciennes de théiers de la montagne Tinmai au patrimoine mondial. Bonjour Monsieur Chen. Merci à tous, vous pouvez vous asseoir. D'abord, nous avons un point commun car nous sommes issus de la même université. Monsieur Chen a étudié à l'université de Pékin avant d'y travailler. Vous êtes là-bas depuis de nombreuses années. Combien exactement? J'y suis entré en 1983, cela fait donc plus de 40 ans. Et vous venez de mener à bien la demande concernant la montagne Tinmai à Pu'er. Oui. Vous vous êtes rendu d'innombrables fois sur le site pour préparer son dossier de demande d'inscription au patrimoine mondial. Oui, une cinquantaine en 13 ans. Mais laissez-moi vous dire qu'en 13 ans, votre équipe a révisé son rapport au total 12 fois. Oui. À la fin, celui-ci comptait 160 000 caractères chinois. On s'est creusé la tête. On devine tous que c'est du thé à l'intérieur. Par contre, on est beaucoup plus perplexe concernant ces bâtonnets épicés. Enfin, plutôt à ces deux choses qui ressemblent. À quoi servent-ils? Expliquez-nous. Officiellement, on appelle cela une carte d'invitation à prendre le thé. À l'intérieur, c'est du thé. Ne sous-estimez pas cet élément, car il a joué un rôle très important dans notre demande d'inscription au patrimoine mondial. Quand on vit dans la montagne Jinmai, le thé est partout. On le retrouve, par exemple, lors de grands événements ou de cérémonies importantes. Imaginons que je veuille convier l'invité de marque que vous êtes, je vous donne ceci. C'est enveloppé de feuilles de bambou et la ficelle est aussi en bambou. Ah bon? Oui, et puis nous avons là 2 bandes de cire. Je pensais qu'il s'agissait de bâtonnets épicés qu'on pouvait croquer. Non, ce sont des bandes de cire qu'on peut allumer. J'ai failli en mettre un à la bouche. On les utilise généralement dans certaines cérémonies religieuses. Donc après réception, vous devez venir. Nous invitons les téléspectateurs à la montagne Jinmai. Vous y êtes les bienvenus.
Mais pourquoi utilisent-ils des feuilles de bambou pour envelopper ce thé? On m'a dit que le bambou avait un impact négatif sur les forêts de théiers. Par exemple, si vous cultivez du thé, mieux vaut arracher les bambous à côté. Oui, Sa Beining nous enseigne très justement un élément de la sagesse écologique pour conserver les forêts de théiers. Le système racinaire du bambou est relativement développé et s'étend partout. Comment nos anciens théiers pourraient-ils pousser? Cela, les ancêtres des habitants de la montagne Jingmai l'ont découvert très tôt. Par conséquent, ils gardaient certains grands arbres dans la forêt de théiers, comme par exemple ceux aux fleurs odorantes qui parfument le thé quand on les mélange à lui. Au contraire, le bambou, qui occupe l'espace de croissance des théiers, est éliminé à temps. Le bambou est très utile, mais il n'a pas sa place dans les plantations de thé. Vous voyez donc que tout est lié dans la vie et qu'on peut raconter de nombreuses histoires à partir d'une feuille de thé. Pas étonnant que lors de la candidature du site au patrimoine mondial, ce paquet de thé a constitué une preuve importante. Oui, cela fait partie de notre sagesse écologique. Il y a de la sagesse dans l'entretien de nos forêts de théiers, tout comme il y en a dans la culture des théiers. Entretenir les forêts de théiers est donc une forme de sagesse écologique. Pouvez-vous nous éclairer? On vient de dire que le site en question s'appelle Paysage culturel des forêts anciennes de théiers de la montagne Jingmai à Pu'er. En fait, les paysages culturels sont apparus relativement tard dans le concept de patrimoine mondial. Pour le dire simplement, c'est l'œuvre conjointe de l'homme et de la nature. C'est le cas de la montagne Jingmai, où les conditions naturelles sont bonnes et l'empreinte de l'humanité durable. Ce n'est donc pas seulement la nature, ni seulement la culture humaine, c'est le travail de l'homme et de la nature. Cela montre que le thé est très important pour les habitants de la montagne Jingmai. Nous avons des jeunes aujourd'hui sur notre plateau. Chacun est très curieux envers ce site du patrimoine mondial, mais aussi envers vous et votre équipe. Veuillez résumer vos questions en une formule clé et échanger avec Monsieur Chen. Qui commence? Bonjour à vous deux. Ma formule clé pour aujourd'hui est « Aller le thé chinois ». Nous savons qu'en termes de communication internationale, le thé a toujours été la fierté des Chinois. Quand on pense au thé, on pense au Zhejiang et au Fujian. Nous avons les thés Da Hongpao, Longjing et Tieguanyin, n'est-ce pas? On ne sait pas grand-chose sur la montagne Jingmai, ni le thé qu'on y produit. J'ai moi-même vérifié les chiffres. La montagne Jingmai n'est pas l'une des 6 principales régions productrices de thé du Yunnan. Pourquoi ces forêts anciennes de théiers nichées dans la région frontalière sud-ouest de la Chine sont-elles devenues le premier site du patrimoine culturel mondial ayant pour thème le thé? La réponse tient en 160 000 caractères. C'est la question posée par les Nations Unies. Nous y avons effectivement répondu en 160 000 caractères. Parmi les nombreuses plantations de thé ou forêts de théiers en Chine et dans le monde, les forêts anciennes de théiers de la montagne Jingmai ont une valeur universelle exceptionnelle. Elles datent d'avant l'avènement des plantations de thé modernes. La plupart des thés que nous voyons maintenant viennent de ces plantations. Oui, où les arbustes sont en rangée. Depuis leur apparition, elles ont un rendement élevé. Regardez, c'est à Uji au Japon. La disposition des théiers rappelle nos champs en terrasse. Là, il s'agit des monts Hui en Chine. C'est une plantation de thé que tout le monde connaît. Mais notre site est unique. C'est un témoignage unique des débuts de la culture du thé dans les sous-bois, avant l'avènement des plantations modernes. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la mise en valeur des terres forestières. Voyez les 5 zones en vert foncé sur cette carte. Ce sont les 5 forêts anciennes de théiers. Elles sont séparées. Elles ne sont pas reliées pour former un grand tout, n'est-ce pas? Quels sont les avantages de cet isolement? Réfléchissez un peu. La population est dispersée. Premièrement, cela permet d'éviter la contagion en cas de maladie. Deuxièmement, c'est la protection. En hiver, si tous les autres arbres étaient abattus, avec l'arrivée de l'air froid, le vent soufflerait très fort. Lors de son passage, les forêts anciennes de théiers gèleraient facilement. La présence de grands arbres permet très efficacement d'éviter cela. Ensuite, entre chaque petite parcelle, on fait ce qu'on appelle de la plantation en sous-bois. Si les grands arbres présentent des avantages, on les garde. Dans le cas contraire, on les coupe.
Et puis dans la couche intermédiaire, nous voyons les théiers et autres arbustes. Sur place, on demande souvent aux étudiants où sont les théiers. Ils sont nombreux à s'exclamer « Oh, de si grands théiers !» En fait, ils désignent des arbres qui n'en sont pas du tout. Les théiers se font donc complètement dans cet environnement. Oui, il y a des théiers dans le sous-étage et des plantes herbacées couvrent le sol. Quel est l'avantage? Les feuilles mortes tombent et deviennent de l'humus. Les herbes pourrissent en hiver, constituant aussi une source de nutriments aux théiers. De plus, le théier de Pu'er a une caractéristique. Il se développe mieux avec un ensoleillement d'environ 70%. Il aime la pénombre. Oui, il aime ce genre d'ambiance. Bien sûr, les anciens ne le savaient pas au début. Ils ont longuement tâtonné pour découvrir les conditions de développement optimales de ce théier. Cela montre un haut niveau de sagesse écologique. Ensuite, il y a le mode d'utilisation des terres. Le village est au centre. Il est entouré de théiers eux-mêmes au milieu de la forêt. C'est une disposition en cercle concentrique. Oui, c'est tout à fait ça. Ce que dit Sabeining est très juste. En outre, il y a l'utilisation verticale des sols en zone montagneuse. Elle est rationalisée au maximum en fonction de l'altitude. Par exemple, les zones les plus élevées dépassent les 1550 mètres. À cette altitude, on ne fait pas pousser de théiers. Pourquoi? Pour conserver les sources d'eau. Ensuite, les forêts anciennes de théiers autour des habitations se trouvent essentiellement entre 1300 et 1500 mètres d'altitude. Les rizières se trouvent dans les vallées fluviales, ce qui est très rationnel en termes d'utilisation des terres en fonction de l'altitude, et c'est très précieux. Je pense que si j'avais été un fonctionnaire de l'ONU, j'aurais approuvé vos propos. Pas besoin de 160 000 caractères. Merci, Monsieur Chen. Je m'appelle Raya Tie et je suis étudiante en première année à l'école des sciences urbaines et environnementales de l'Université de Pékin. On vient tous de cette université. Oui, à mon avis, le travail de candidature au patrimoine mondial doit consister à bien faire le tri dans le contexte historique. Je me souviens que la candidature au patrimoine mondial de la zone humide de la mer Jaune de Yancheng, dans le Jiangsu, a représenté pour vous 3 ans de travail. Pour la montagne Jingmai, par contre, cela vous a pris 13 ans. Je suis très curieuse de savoir où résidait la difficulté. Pourquoi avoir passé beaucoup de temps sur ce projet? 3 ans, c'est la période la plus courte pour une inscription sur la liste du patrimoine mondial. Pourquoi a-t-il fallu beaucoup plus longtemps pour la montagne Jingmai? La première fois que je suis allé sur place, c'était le 14 mars 2011. J'étais émerveillé à la vue de ces théiers anciens, de ces beaux villages si bien conservés. J'ai alors considéré que cette mission était un honneur. Cependant, je la croyais simple et qu'il ne me faudrait que quelques années pour l'accomplir. 3 ans, ça suffit. Mais ensuite, j'ai découvert que ce n'était pas le cas. Le premier écueil a été la pénurie de documents. La région est peuplée d'ethnies qui, jadis, n'avaient pas d'écriture. Par exemple, aucun document historique ne relatait l'installation des Blancs ou des Thaïs sur cette montagne. C'est parce qu'ils n'avaient pas d'écriture. Ce n'est pas comme dans les régions Han, où on peut chercher dans les chroniques locales, ou à défaut, sur les épitaphes. Plus tard, on est allé au Myanmar. On s'est rendu dans de nombreux endroits proches pour mener nos recherches sur la migration des Blancs et l'histoire des Thaïs. Finalement, on a trouvé des éléments sur lesquels s'appuyer dans les vestiges d'un temple birman. Voilà pour la première difficulté. Concernant la deuxième, elle est d'ordre technique et inhérente au fait qu'il s'agissait d'une première. Il n'y avait pas de précédent auquel on pouvait se référer. L'art du thé est si vaste. Je dirais qu'on en trouve des éléments essentiels de la culture des arbustes jusqu'au commerce. Mais quel était exactement le plus important dans la montagne Jingmai à inscrire sur la liste du patrimoine mondial? Cette question, nous en avons discuté pendant plus de 10 ans. On a tranché seulement lors de la déclaration finale. Les villages anciens, les forêts anciennes de théiers, les forêts brise-vent, ces 3 catégories sont des éléments patrimoniaux. Le processus a été long et laborieux. Comment déterminer les valeurs? Quels critères respecter? Les critères pour figurer au patrimoine mondial sont connus de tous. Sabeining a dit « Si j'étais fonctionnaire de l'UNESCO, j'aurais certainement approuvé ». Mais ce n'est pas quelqu'un qui décide tout seul. Il faut faire un large éventail de comparaisons internationales. Je suis toujours comme ça, on s'y habitue petit à petit. Donc il faut dire ceci est conforme à l'article 3, cela à l'article 5.
quels intérêts le site présente. On ne peut pas se contenter de dire que le site est bien pour le faire entrer dans le patrimoine mondial, ça se saurait. Il faut procéder à une vaste comparaison internationale. Elle doit être exhaustive et inclure notamment le patrimoine agricole, le vin, le café et la culture des céréales dans le monde. Le thé Assam en Inde est incroyable, n'est-ce pas? Le thé Duji au Japon est également candidat au patrimoine national. Ce n'est qu'en nous comparant avec eux qu'on pouvait trouver la valeur de notre site. Ce travail nécessitait donc de longues recherches fondamentales. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle le patrimoine vivant. Plus de 6000 personnes vivent dans la montagne Jingmai. Elles veulent produire, vivre et bénéficier du développement, n'est-ce pas? Cela aura inévitablement un impact sur certains aspects traditionnels. Les habitants disaient « Je veux construire une maison de 3 étages, pourquoi serais-je limité à 2? Je veux utiliser du ciment, pourquoi me limiter au bois ?» Au cours du processus de candidature, qui a duré de nombreuses années, nous avons constamment discuté avec la population locale sur la manière de concilier développement et protection et comment répondre aux critères de l'UNESCO. Cela nécessite une communication suffisante et tout se fait étape par étape. Bonjour à vous deux, voici ma formule clé des animaux fantastiques. La montagne Jingmai est un point chaud de biodiversité. C'est aussi un endroit auquel j'aspire beaucoup parce que je suis un amoureux des insectes. J'aime en élever à la maison, comme par exemple des menthes religieuses. En voici une photo. Ce type de menthe vit dans la montagne Jingmai. Vous voyez ces choses noires accrochées aux feuilles? Ce sont des menthes. On dirait des brindilles mortes, c'est une sorte de mimétisme. Oui. Si vous vous tenez à sa gauche et que vous vous déplacez lentement vers la droite, elles suivent votre mouvement en tournant. Elle vous observe? Tout à fait. Si vous passez derrière elle, elle se retourne immédiatement et vous regarde d'une manière différente. En fait, elles sont très fragiles. Alors elles se protègent de cette façon. Elles donnent l'impression de détester les interactions. C'est prodigieux. Oui. Je pense qu'avant l'inscription au patrimoine mondial, la montagne Jingmai avait un cercle d'amis assez paisible, avec un environnement sans interférence humaine. Mais depuis les congés de la dernière fête nationale, elle est populaire. Ce logiciel de voyage la propose sur sa page d'accueil. Et la mention site inscrit au patrimoine mondial suffit à attirer les gens. Vous vous inquiétez d'une trop grande intrusion humaine? Cela ne risque-t-il pas d'effrayer certains animaux et les pousser à partir? Comment faire pour préserver l'écosystème de la montagne Jingmai? C'est une question intéressante. Je viens d'apprendre qu'il y avait environ 3500 touristes par jour pendant ces vacances, ce qui est le maximum. En fait, lorsqu'on demande une inscription au patrimoine mondial, il faut avoir réfléchi à ce problème et prévoir des contre-mesures. Les forêts anciennes de théiers n'ont pas d'existence indépendante. Elles dépendent de la forêt environnante, et donc de ces petits animaux qui l'habitent. Il s'agit là de l'environnement du site, de protection de l'environnement. On a réfléchi à ces questions à l'époque, et lors de la planification de la conservation, on a eu quelques idées de base. Par exemple, tous les endroits dans la montagne Jingmai ne sont pas ouverts au tourisme. Des limites ont été fixées. Les sites du patrimoine mondial doivent avoir des exigences minimales. Que peuvent faire ou ne pas faire les touristes? Cela doit être très clair, on ne peut pas aller dans toutes les forêts de théiers. Si tout le monde le faisait, le piétinement compacterait le sol, mettant les théiers en danger. Alors comment la production serait-elle assurée? Il s'agit d'un site de production, pas d'un lieu de plaisance. Prenons un autre exemple typique. Dans la montagne Jingmai, une seule forêt ancienne de théiers est ouverte au public. C'est la meilleure, à savoir celle de Dapingjang. C'est là que les touristes vont. Ils regardent les arbustes ainsi qu'un village et descendent la montagne. Ce sont les grandes étapes de la visite. Avec tout ce monde, un problème s'est forcément posé, aller aux toilettes. Les autorités locales m'ont dit « Monsieur Chen, pourrait-on construire des toilettes pour les touristes ?» Pour beaucoup, c'est ici le premier arrêt et il n'y a pas de toilettes quand ils descendent du bus. On ne peut pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Ils ont répondu que les touristes en avaient besoin. On a alors rétorqué qu'il s'agissait d'un site patrimonial. De ce fait, le plus important n'était pas de répondre à tous les besoins des touristes,
Il s'agit d'un principe fondamental de la protection du patrimoine. Soyez donc rassurés, les mantes religieuses de cette forêt de théiers n'auront pas de phobie sociale et ne seront pas dérangées de l'élargissement de leur cercle d'amis. Elles sont protégées. Après vos questions, c'est au tour de M. Chen de vous en poser quelques-unes. Elles sont sur ces fiches. Je vous en prie, posez la première question. Parmi les groupes ethniques suivants, lequel fait partie des 5 qui vivent sur la montagne Jingmai? A. Les Han, B. les Lahu ou C. les Yi? Je pense que le choix se fait entre B et C. Les Yi, ils sont davantage dans le Sichuan, non? Il doit y en avoir aussi dans le Yunnan. Oui. Mais il y a beaucoup de Lahu dans le Yunnan, surtout à Pu'er. Il y a 26 minorités ethniques à Pu'er. Nanchang est un district autonome Lahu. Il y a donc beaucoup de minorités là-bas. Nous avons fait un concert à l'époque et il y avait une chorale venue de Pu'er qui était entièrement constituée de Lahu. Et ils ont leur propre chanson. C'était tellement joyeux. Combien on choisit A? Combien on choisit B? Je choisis B. Combien on choisit C? Il y en a quand même une partie. Voyons les résultats. 68% ont choisi B, 30% C et seulement 2 personnes ont choisi A. La bonne réponse est... C'est A. Je le savais. La question ne parlait pas de minorités ethniques, mais de l'un des 5 groupes ethniques qui vivent sur la montagne Tingmai. Je pensais que ça ne pouvait pas être aussi simple. C'est vrai qu'au fil de l'histoire, l'ethnie Han s'est largement diffusée. C'est l'un des 5 groupes. Bien, vous avez gagné. D'accord, laissez-moi vous raconter cette histoire. Regardez, c'est la montagne Jingmai. Vous voyez ce petit village niché dans un col? Au total, il y a 15 villages sur la montagne Jingmai. Un seul village est peuplé de Han. Il s'appelle la vieille maison du vin. Quand ont-ils commencé à vivre là-bas? Vers la fin de la dynastie Qing, au début du XXe siècle. Ils sont arrivés plus tard. À l'époque, le commerce du thé avait déjà commencé à se développer à large échelle. Beaucoup de gens du centre du pays venaient ici pour acheter du thé. Et vous ne pouviez pas entrer sans l'autorisation du chef du village. En attendant de l'avoir, vous restiez dans le bâtiment public à l'entrée du village. De toute évidence, cette méthode n'était pas bonne pour le commerce, car elle générait trop de temps d'attente. À l'heure actuelle, bien sûr, avec le progrès, son ouverture sur le monde extérieur s'accroît progressivement. De plus, ces jeunes hommes Han étaient très forts, et ils ont fait quelque chose de très important. Ils sont tombés amoureux des filles de la région. Alors les dirigeants locaux ont dit « Bien, puisque c'est ainsi, allez dans le ravin au loin, là-bas. Comme il n'y a pas de théiers, vous pourrez construire votre village. » Cela résolvait également le problème du commerce, ainsi que celui du mariage des filles du village. Ces jeunes hommes de l'ethnie Han étaient très diligents et capables. Ils ne cultivaient pas le thé. Pourquoi ce nom de vieille maison du vin? Car ils faisaient du vin pour l'échanger contre le thé avec des minorités ethniques. Ils enivraient leur beau-père et emportaient le thé. Et ils ont apporté beaucoup de techniques avancées les Han. Ils ont donc également promu le développement de la montagne Jingmai. Depuis des milliers d'années, c'est un très bon endroit où les gens vivent en harmonie grâce au développement mutuel. Bien, question suivante. Elle est aussi très intéressante. Lors des rendez-vous arrangés sur la montagne Jingmai, que permettait aux garçons de savoir s'il était l'heureux élu? Comment se passaient ces rendez-vous arrangés? Chez les Dai et les Blangs, quand la jeune fille atteignait un certain âge, elle ne pouvait pas sortir le soir. C'était la règle.
Le jeune homme pouvait se rendre chez elle et s'asseoir près de l'âtre. S'ils étaient plusieurs à la convoiter, ce n'était pas un problème. Ils pouvaient venir ensemble. Autour de l'âtre, ils buvaient du thé. La jeune fille le renversait à tous. La question est donc, lors des rendez-vous arrangés sur la montagne Jingmai, que permettait au garçon de savoir s'il était l'heureux élu? A. La quantité de thé versée dans son bol. B. Le type de thé servi à la fin. Ou C. La présence de miel dans le thé. Lors des rendez-vous arrangés sur la montagne Jingmai, comment le garçon pouvait-il savoir qu'il était l'heureux élu grâce au thé? Ce n'est pas si simple. Avec notre mode de pensée actuel, on aurait plutôt tendance à se dire « Oh, le miel représente la douceur, il représente les sentiments ». En fait, pas nécessairement. Si c'était si simple... C'est A. Regardez, regardez-les. Je n'ai pas fini ma phrase qu'on entend déjà B, B. À l'instant, A, A, C, C. Qui a choisi A? Combien ont choisi B? Et C? Tout le monde pense au miel. Ce serait trop simple. Méfiez-vous de ce qui semble évident à première vue. C'est comme ça que je suis entré à l'université de Pékin. 23% ont choisi A et seulement 18% B. C'est un vote massif pour C. La bonne réponse est... C'est très intéressant. Je choisis A. Je choisis B. La bonne réponse est la deuxième en termes de suffrage. Laquelle est-ce? La B. Non, c'est la A. Moi aussi, j'ai longtemps hésité. Finalement, j'ai fait un mauvais choix. C'est vrai qu'on produit du thé puer là-bas. Quant à la proposition C, il était initialement question de sucre ajouté au thé. Mais je l'ai changé pour du miel. Le sucre est moins évocateur. D'ailleurs, il n'y en avait pas jadis. Le thé et le miel sont des produits naturels. Le miel est sucré. Il représente le bonheur. J'ai pensé qu'on le choisirait. Monsieur Chen vous a tendu un piège. Vous êtes tombé dedans. C'est très intéressant. La jeune fille faisait savoir qui était l'élu de son cœur par la quantité de thé qu'elle versait dans le bol des garçons. C'était celui qui en avait le moins. Ah bon? C'est étonnant. Un autre pouvait vider un peu son bol. Peu importe, il y avait plusieurs services. Qui voulez-vous tromper? Vous cherchez à vous mentir à vous-même? Même si vous faites ça, la jeune fille dirait « Ce n'est pas toi, c'est une méprise ». La jeune fille savait bien à qui elle en avait versé le moins. C'était pour ne pas le dire de vive voix, n'est-ce pas? Il suffisait de regarder à qui elle en versait le moins à chaque service pour savoir qui elle aimait. Qu'est-ce qu'elle prenait en compte pour faire son choix? La manière de parler et de se comporter de chacun. Si vous étiez quelqu'un de sage et de cultivé, elle vous appréciait. Au contraire, si vous parliez avec fanfaronnerie, elle versait davantage. Vous voyez? Tu es un vantard. En fait, pensez à ce dicton chinois qui dit « Le bol à thé se remplit à moitié, celui d'alcool se sert plein ». En effet, si on remplit le bol à thé de l'invité, celui-ci ne peut pas le boire car il est trop chaud pour être porté aux lèvres. C'est tout simplement impossible. C'est pour lui signifier qu'il doit partir. C'est une règle dans de nombreuses régions peuplées de Han, où elle fait partie de l'étiquette élémentaire. Chaque fois qu'on m'apporte une tasse pleine, je dis merci, continuons la discussion car j'ai beaucoup à boire. Ou alors, merci pour votre générosité, je vais faire honneur. Bien. Le moment est maintenant venu d'écouter votre discours. Des applaudissements pour Monsieur Chen. En fait, nous avons déjà beaucoup parlé de ce qui s'est passé dans les coulisses de l'inscription de la montagne Jingmai au patrimoine mondial. Même si celle-ci n'est pas grande, elle abrite encore beaucoup de sagesse écologique et d'histoire. Voici la forêt ancienne de théiers de Pa Island. C'est la forêt de théiers ayant la plus longue histoire, la plus grande superficie et la plus forte atmosphère culturelle de la montagne Jingmai. Pourquoi parle-t-on d'atmosphère culturelle? Parce qu'il s'y trouve l'autel de l'ancêtre du thé le plus sacré des Blangs, qui viennent là le vénérer. Qui considère-t-il ainsi?
le chef tribal qui les a menés pour la première fois sur la montagne Jingmai. Il s'appelait Pa Ailang, donc cette montagne est aussi appelée ainsi. Regardons ensemble. Un grand pilier au milieu représente leur ancêtre du thé. Vous voyez ces formes arrondies comme des galettes de thé. Elles représentent les 5 groupes ethniques de la montagne Jingmai. Le panneau horizontal, qui a pour motif des nuages ainsi que divers petits animaux, comme des rhinocéros et des oiseaux, représente un grand écosystème où se trouve cette forêt ancienne de théiers. Bien, la question que vous vous posez certainement est comment l'ancêtre protège-t-il la forêt de théiers? Si vous allez sur la montagne Jingmai, surtout chez les Blangs, vous verrez que les jardins de thé ne sont pas délimités par des clôtures. Il n'y a pas de démarcation claire entre eux. Alors comment cela est-il géré? Dans chaque jardin de thé, ils choisissent un arbuste. Selon les anciens, il s'agit du premier théier planté dans le jardin. Il représente l'ancêtre du thé et protège le jardin dans lequel il se trouve. Par conséquent, dans chaque jardin de thé, il y a un code de conduite à respecter. Par exemple, on ne peut pas couper de grands arbres à sa guise. Même s'il n'y a pas de clôture, vous ne pouvez pas aller cueillir le thé des autres. Si jamais vous le faites, l'arbre de l'esprit de l'ancêtre le saura. Qu'en est-il des tailles? Chez eux, il n'y a pas ce genre d'arbre par parcelle, mais un arbre du roi du thé pour toute la forêt qui joue le même rôle. Ils choisissent celui qui a le mieux poussé pour protéger et gérer une partie de la montagne. C'est typique de la culture de protection des forêts anciennes de théiers. La croyance dans les ancêtres du thé est unique à la montagne Jingmai. C'est également durant la session du Comité du patrimoine mondial de 2023 qu'elle a été incluse dans la résolution. En raison de cette croyance particulière dans les ancêtres du thé, la culture des forêts anciennes de théiers de la montagne Jingmai se transmet depuis plus d'un millénaire. Quelqu'un connaît-il cet arbre? Un camphrier? Un banyan? Tout à fait, c'est un banyan des montagnes. Il mesure 50 mètres de haut. C'est l'arbre du dieu des abeilles des Blancs de Mangjing. Vous avez vu ce liquide transparent? C'est du miel. Il y a plus de 70 nids d'abeilles dans cet arbre. Les Blancs en prennent grand soin. On ne peut pas y grimper et à son pied, il ne faut pas faire de bruit. Ici, le miel n'est pas récolté et les abeilles ne sont pas dérangées parce que les gens les chérissent. En effet, si vous voulez que la forêt de théiers pousse bien, comment pourriez-vous le faire sans ces abeilles? Par conséquent, protéger les abeilles équivaut à protéger les forêts anciennes de théiers. Bien, dirigeons la caméra vers le bas et regardons ensemble. Cet arbre est à côté d'un chemin et celui-ci est sur cette pente. Regardez, ce petit ensemble de perches de bambou à l'horizontale. À quoi servent-elles? Qu'est-ce que c'est? Un pont? Un pont entre quoi? Il n'y a pas de chemin là-haut. Une canalisation? Pour acheminer l'eau, n'est-ce pas? C'est pour séparer des zones. Ce serait comme une borne, c'est ça? Cela indiquerait qu'à partir d'ici, vous entrez dans la forêt ancienne de théiers, c'est ça? Veuillez ne pas déranger les abeilles? Qu'est-ce que c'est en fait? Des ruches. Sur la montagne Jingmai, on fait de l'apiculture avec des abeilles sauvages. On utilise une portion du tronc d'un arbre mort. On les vide, puis on bouche les deux extrémités. Cela fait une ruche naturelle. Les abeilles adorent cet environnement et s'y installent tout de suite. Mais où est la clé du problème? Les abeilles ne vont pas dans toutes les ruches. Les habitants pensent que si votre ruche n'a attiré aucune abeille cette année, cela veut dire que vous avez mal agi envers la montagne Jingmai. S'il y a tant d'abeilles sauvages dans les ruches des autres, mais zéro dans la vôtre, c'est que vous devez avoir fait quelque chose de mal. On ne peut pas cacher cet état de fait. Vous direz peut-être, on me fait du tort. Vous ne pouvez que vous en prendre aux abeilles, n'est-ce pas? Il ne vous reste qu'à leur dire, chères abeilles, venez vite dans ma ruche. C'est typique. C'est l'illustration de la superbe sagesse écologique de la montagne Jingmai à travers certains comportements quotidiens.
Par conséquent, lorsque les experts internationaux sont venus, il fallait absolument leur montrer l'arbre du dieu des abeilles. Après, nous leur avons également raconté cet exemple, et ils ont beaucoup apprécié. Ils ont dit que ce sont ces petites choses qui constituent la culture de la montagne Jingmai, transmise depuis plus d'un millénaire. Troisièmement, parlons du village. Ce village s'appelle Jingmai Tajai. C'est le premier village établi par les Thaïs à leur arrivée dans la montagne. Leur chef, Zhou Nuola, poursuivait un cerf élaphe doré. Finalement, l'animal a disparu juste devant la montagne. C'est à cet endroit qu'ils ont ensuite fondé un village. Là où le cerf a disparu, ils ont construit le centre du village. Les hauteurs derrière sont sacrées. Qu'est-ce que le centre du village ? C'est l'endroit où vit son dieu. Voyez, c'est le village le mieux conservé par les Thaïs et il s'appelle Nuogang Gujai. Regardons en son centre, c'est-à-dire le cœur du village. La plupart des bâtiments aux alentours sont orientés vers lui. Par conséquent, cela forme un peu comme des cercles concentriques. Il s'agit ici de la disposition tribale la plus typique. Elle symbolise la force centripète, la cohésion du groupe. Je vous conseille tous de visiter le centre du village de Nuogang. Ce lieu, dédié à des activités religieuses, a aussi de nombreuses fonctions. Par exemple, si vous coupez un arbre ou portez préjudice à la forêt ancienne de Théier, vous devez d'abord vous rendre au cœur du village pour demander pardon, puis mener des actions d'intérêt public. Par exemple, si vous construisez une route dans le village, vous ne pouvez pas le faire simplement comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas qui est le commanditaire. Nous ne savons pas qui a fait l'erreur, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'avertissement. Vous devez écrire un paragraphe à côté qui explique la raison pour laquelle on construit cette route. Il s'agit d'une autre règle du village très importante dans la montagne Jingmai et elle joue un rôle très important dans sa protection. Dans le passé, cet endroit était une plaque tournante pour les transports. Il fallait passer par là pour aller dans les hauteurs. Par ailleurs, c'est aussi là que le commerce du thé avait lieu. La forêt ancienne de théier de Dapingzhang, que nous ouvrirons au public, se trouve juste à proximité. Regardez à côté de la ligne rouge. Il y a une blanche en pointillé sur la forêt ancienne de Théier, n'est-ce pas ? Il s'agit d'un axe de circulation qui traverse l'ensemble de la montagne Jingmai. Toutes les routes de transit traversent la zone centrale de la forêt. Nous pensons que de grandes quantités de gaz d'échappement risqueraient d'avoir un impact sur la qualité du thé. Nous avons tout déplacé. La déviation a joué un rôle très important dans la protection de la forêt ancienne de Théier de Dapingzhang. Deuxièmement, lors de l'ascension de la montagne Jingmai, vous assisterez à un phénomène très intéressant. Le véhicule cahote tout du long. Pourquoi ? C'est dû au pavé en pierre. Beaucoup de gens voulaient la transformer en une route goudronnée plus confortable et rapide. Nous-mêmes, mais aussi les anciens du village, s'y sont opposés. Pourquoi ? Si la route était goudronnée, son odeur pourrait affecter la qualité du thé de la forêt. De plus, on aurait une trop forte impression de modernité. La montagne est ainsi depuis plus d'un millénaire. La présence d'une route goudronnée ferait penser à un aménagement de seulement une dizaine d'années. En raison de la persistance des anciens du village, la route a été maintenue dans un état relativement originel, mais très écologique. C'est une nouvelle ère. Ils ont de nouvelles règles dans le village. Dès qu'on monte, on peut sentir la longue histoire de la montagne Jingmai et sa sagesse écologique. Donc, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'en vue de l'inscription de la montagne Jingmai sur la liste du patrimoine mondial, les autorités, mais aussi la population locale, ont fait beaucoup d'efforts et de sacrifices. Ensuite, j'aimerais vous parler d'une chose très intéressante concernant le village. Son centre abrite un dieu du village. Qu'y a-t-il là-bas ? Un arbre sacré. Dans la montagne Jingmai, chaque village a des arbres sacrés autour. Voyez, c'est Wangji, le village blanc le mieux conservé. Lorsque vous irez dans la montagne Jingmai, ne manquez pas de vous y rendre. Autour, il y a de grands arbres. Sur place, quand vous les verrez, le mieux est de ne pas trop s'approcher, et encore moins de tirer sur leurs branches ou leurs feuilles. Évitez de faire ce genre de choses. Par exemple, les gens disaient que si on jetait une pierre à l'un d'eux, on tombait malade.
Il fallait alors réparer sa faute auprès de l'arbre sacré offensé. Bien sûr, ces pratiques font maintenant partie du passé, mais ils respectent et prennent toujours soin de ces arbres sacrés. De notre point de vue actuel, à quoi servent ces arbres? En fait, ils délimitent très bien la zone bâtie du village. Ils empêchent son expansion, parce qu'autour, il y a une ancienne forêt de théiers. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire « Je n'ai pas d'endroit pour construire ma maison, alors je vais couper des théiers et la faire là-bas ». C'est impossible. Donc ce cercle d'arbres autour du village constitue en quelque sorte sa frontière. Ceux qui étudient l'aménagement du territoire savent qu'il s'agit de la ligne rouge écologique dont nous parlons de nos jours. Donc dans les temps anciens, ils avaient pensé à cette méthode pour délimiter la zone dédiée au bâti et celle à la forêt de théiers, n'est-ce pas? C'est ainsi que la forêt ancienne a été protégée. Sans ces règles, comment aurait-elle pu être transmise pendant plus d'un millénaire? Cela aurait été impossible. C'est pourquoi nous louons la sagesse écologique de la montagne Jingmai. Ce mécanisme est également très éclairant pour le développement de la civilisation humaine d'aujourd'hui. Voilà ce qui correspond vraiment à ce qu'est un site du patrimoine mondial. La montagne Jingmai est le lieu d'une grande sagesse. Ces forêts anciennes de théiers sont représentatives d'une des nombreuses magnifiques cultures du thé de la Chine. Chaque montagne de thé, chaque région de thé, chaque sachet de thé peut raconter une histoire très émouvante. Nous pensons que beaucoup d'autres de nos excellentes montagnes de thé pourront aussi être inscrites sur la liste du patrimoine mondial pour mieux raconter l'histoire du thé chinois. Voilà, je m'arrête ici. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Chen. Applaudissons encore bien fort Monsieur Chen pour son merveilleux discours. En vous écoutant, l'abondance d'histoires et de détails m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à en entendre autant dans votre discours. Tout cela était très précieux. Je pense donc qu'il est inutile de vous poser des questions du genre « Comment avez-vous fait pour persévérer pendant 13 ans ?» Je pense que M. Chen n'a pas besoin d'y répondre. Il suffit de l'écouter pour savoir pourquoi lui-même et son équipe ont persévéré toutes ces années. C'est certainement par passion, parce que c'est pour eux une inestimable source de savoir. Je pense qu'il en est peut-être ainsi lorsqu'on poursuit ses objectifs sur le chemin de la vie. Vous êtes nombreux à avoir posé des questions, je vous en remercie, mais je n'en ai choisi qu'une seule parce qu'elle attise vraiment ma curiosité. Bonjour Monsieur Chen. Après 13 ans, la demande d'inscription de la montagne Jingmai au patrimoine mondial a finalement été acceptée. Continuerez-vous à vous battre pour d'autres candidatures à l'avenir? Quel site sera le prochain candidat? Combien d'années cela prendra-t-il? J'aurais du mal à vous répondre. C'est en effet un travail très dur, mais il est aussi très agréable. De plus, il est très important. Prenons l'exemple de la montagne Jingmai. Avant de l'entreprendre, je ne pensais pas que ce serait un très grand projet. En fait, cela m'a pris des années. Je plaisante parfois en disant qu'avant de me lancer dans un nouveau projet, je dois d'abord m'assurer d'avoir assez de temps. Quand j'ai commencé à préparer ce dossier de demande d'inscription du site au patrimoine mondial, je me sentais encore comme un jeune homme. J'ai regardé ma dernière interview, j'étais moi-même surpris de me voir avec autant de cheveux blancs. La décision doit se baser sur les besoins du pays. Si cela est nécessaire, je déploierai tous les efforts pour apporter ma contribution à la candidature, à la protection et à la gestion d'un autre site. J'espère que notre émission d'aujourd'hui incitera les jeunes à découvrir les paysages, l'histoire et la culture de la montagne Jingmai. Mais le plus important, c'est de savoir que des gens ont consacré 13 ans de leur vie à ce projet, et ce dans une totale abnégation. Ce n'est pas tout, ils sont heureux, et vous pouvez, vous aussi, connaître ce bonheur. Ainsi, chaque minute de votre vie en vaudra la peine. Merci encore à M. Chen pour son merveilleux discours et merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.